J'y suis. Je suis sur les 3 objectifs stratégiques de notre comité, donc toujours en lien avec la feuille de route, ce qu'est Luzerne 2026. Donc sur les objectifs sur la santé animale, sur la segmentation des produits, donc toujours la valorisation de ce que peut être nos produits déshydratés de Luzerne, et le développement sur l'activité cheval. Donc ça, c'est le principal sujet qui a été en cours en étude depuis 3 ans, qui est en finalité aujourd'hui. Donc on tient à vous faire un état des lieux de ce qui est fait aujourd'hui. Et le dernier sujet qui nous reste sur le dossier cheval, c'est la partie communication, c'est-à-dire essayer de mettre en avant cette étude-là et concrètement de voir comment ça s'y passe sur le terrain. Donc voilà, donc je vais terminer par cette présentation-là sur le ciblage de notre filière, c'est-à-dire les projets qui sont en cours, que nous allons étudier sur 2023 voire 2024. Donc sur la construction sur la santé animale, principalement sur la vache laitière, sur une méthode méthodologique et de savoir comment, au niveau des bases de données qui existent sur les élevages laitiers, on peut mettre en avant l'intérêt de l'alimentation à base de luzerne chez la vache laitière, sur l'aspect santé, l'aspect repro. Donc c'est utiliser ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est-à-dire les data données, de comment les mettre en avant de manière à avoir scientifiquement de prouver l'intérêt de la luzerne. Donc c'est un travail qui va être engagé sur 2 ans, voire 3 ans. On espère en avoir les fruits d'ici, on va dire, 2 ans, mais pas. Donc c'est un gros travail qui va être ouvert. Concernant les aptitudes sur le dossier chèvre qui a été réalisé sur le mois de juin 2022, c'est de mettre en avant l'intérêt de la transformation des produits issus de la chèvre, c'est-à-dire le fromage, et de se dire que en y incorporant de la luzerne sur l'alimentation de la vache laitière, forcément, le transformateur va y trouver un intérêt, et encore plus le consommateur. Donc scientifiquement, c'est toujours pareil, on essaye d'avoir de la méthode de manière à ce que ce ne soit pas remis en cause trop facilement l'intérêt de nos travaux. Et sur le dernier sujet, sur le plan de communication donc, qui va vous être présenté, c'est de mettre en avant l'ensemble de nos travaux de manière à ce que ça soit concrètement bien perçu, soit par les transformateurs ou les distributeurs également. Donc voilà sur ce que je peux vous dire. Je vais vous donner la parole maintenant à Samuel, qui va vous présenter le premier sujet sur le cheval. Donc je me présente, je suis Samuel Maignan, donc directeur de Dédi Ouest et membre du comité nutrition animale depuis un petit bout de temps déjà, au moins une vingtaine d'années. Donc je vais vous présenter 2 sujets. Comme disait Philippe, le premier sujet c'est la suite des travaux qui ont été réalisés sur les essais cheval, alimentation et nutrition du cheval avec Samy Julien et le laboratoire Lab2Field. Donc des résultats intéressants et maintenant on va passer à la valorisation. Voilà, on va arriver dessus. Donc c'est un peu un état des lieux, où est-ce qu'on en est. Les résultats qui étaient sortis des études mettaient en avant que dans le monde du cheval, la luzerne déshydratée apportait un confort digestif et une sécurité avec une réduction assez significative des problèmes gastriques, des ulcères gastriques. On a également fait des essais pour des chevaux de course, voir que la luzerne pouvait apporter en termes de performance hippique. Donc on a mis en avant que la luzerne permettait de maintenir les performances chez le chevaux sportif. Et on a également testé, parce qu'il y avait beaucoup de croyances dans le monde du cheval, on disait que la luzerne va engendrer des fourbures, des problèmes, coups de chaud, etc. sur le cheval. Donc on a testé également avec le laboratoire Lab2Field l'intérêt d'augmenter les doses de luzerne, voir s'il y avait effectivement des effets néfastes pour l'animal. Donc on a également mis en avant l'INMQT à des doses plus importantes de quantité de luzerne distribuée aux animaux. Donc qu'est-ce qu'on a fait à ce jour suite aux essais qui avaient été réalisés depuis 2020 sur la filière équine? On a valorisé les résultats des travaux dans à la fois la presse spécialisée, également la presse grand public, pour essayer de redorer un peu l'image de la luzerne et augmenter la consommation de luzerne chez le cheval. On a également eu des publications dans des revues scientifiques internationales à comité de relecture, donc avec à la plume Samy Julien essentiellement. Il y a également eu des présentations de conférences des presses
et réalisation de fiches dédiées à la filière, une fiche pour les chevaux de course et une fiche pour les chevaux de loisirs qui ont des besoins nutritionnels différents. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a déjà des premiers effets visibles sur le marché. Suite aux travaux de communication qui ont été réalisés, on constate que la luzerne a gagné pratiquement en moyenne une place dans la liste des ingrédients chez les fabricants d'aliments, avec c'est-à-dire une place plus importante, une quantité plus importante incorporée dans les formulations d'aliments des principaux acteurs de la fabrication d'aliments équins. Donc ça, c'est le premier constat. Mais au niveau du comité, on estimait que, compte tenu du grand écart que l'on avait avec les ressentis sur la luzerne déshydratée et les résultats bénéfiques pour l'animal, il y avait moyen d'aller plus loin dans la communication pour valoriser le résultat de ces essais. Donc pour ce faire et cibler la communication, on a mandaté un cabinet spécialisé, Horse Development, qui a pour objectif de mieux comprendre l'impact du programme Pulse sur le marché du cheval, faire un ciblage marketing et communication et savoir quel canal privilégier pour le monde du cheval. Pour rappel, en luzerne, on est plutôt spécialisé bovin, vache laitière et essentiellement. Donc c'est un monde un peu à part. Le monde du cheval est un peu à part. Je regarde Marie qui fait le cheval, qui sourit. Donc c'est également faire une analyse stratégique sur les forces et faiblesses et opportunités et menaces de la filière pour développer le marché du cheval. Donc, on a remis également, pour votre information, sur le cheval, on va voir le monde de la course, qui est un monde spécifique. Ceux qui font du sport loisir, on va dire un peu de sport le week-end, les chevaux de travail et la viande de cheval. C'est également un marché qui est ciblé. Donc l'objectif de cette étude, c'est aboutir à des préconisations et essayer de cibler ces marchés avec une approche différente pour bien rentabiliser les résultats de la recherche qui ont été effectués depuis pratiquement 3 ans maintenant sur le cheval. Donc ça, c'est les premiers résultats qui ont été transmis par le cabinet, où ce premier résultat montre bien les interrogations que l'on avait sur des entretiens qui ont été réalisés avec les parties prenantes, à la fois des particuliers, des propriétaires de chevaux, mais également des formulateurs et des fabricants d'aliments, où le cabinet a mis en évidence les contradictions qu'on peut avoir dans le ressenti sur la luzerne. Avec par exemple sur l'aspect santé, aujourd'hui la luzerne déshydratée est reconnue pour son intérêt sur la préservation et l'alimentation des chevaux qui font de l'emphysème. C'est souvent une maladie sur le cheval qui a un peu plus d'âge. Et en contrepartie, on va avoir certains qui vont nous opposer, la luzerne va engendrer des troubles digestifs. En fait, on s'aperçoit que c'est généralement, comme tout système d'alimentation, c'est généralement lié à des problématiques d'équilibre de ration et de façon dont on distribue les aliments. On peut avoir également sur la partie comportementale, la luzerne, le fait qu'on va améliorer le confort digestif, on a plutôt tendance à réduire les ulcères gastriques et réduire le stress des animaux. On a également sur les performances sportives une meilleure récupération du cheval après une course, par exemple, alors que certains sont restés sur des idées où la luzerne apporte trop d'énergie pour mon cheval, donc il peut y avoir des coups de chaud. Ou sur la performance sportive, on a trop de consommation d'énergie pour la digestion de la luzerne, et donc on peut réduire les performances sportives de l'animal. Donc ça, c'est le premier élément, et on va poursuivre l'analyse, et de manière à avoir, j'espère l'année prochaine, quelques cibles de communication et de vulgarisation des résultats des essais. Donc c'est tout pour la partie cheval, un état des lieux sur l'aspect vulgarisation des résultats, une information là où on en est aujourd'hui. Il y a des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on va passer au chèvre.
garder les questions sur le dossier chef. C'est promis. Hein. Bon, c'est pas facile, c'est juste après le repas, donc... Donc il y a eu une deuxième étude qui était issue de la réflexion le développement stratégique de la filière luzerne, c'était comment aller chercher un peu plus de valorisation sur le petit ruminant. Donc pour ce faire, on s'est aperçu qu'il y avait peu de données bibliographiques. Or, bon, la luzerne est fortement utilisée. La luzerne sous forme déshydratée est très utilisée dans les élevages caprins à haut potentiel. On a souvent considéré la chèvre comme une petite vache, mais on sait très bien que l'équilibration, etc., ne fonctionne pas de la même façon. Donc, on a fait une phase également bibliographique où l'aspect zootechnique est connu, mais c'est souvent des transpositions de la vache sur la chèvre. Et on s'aperçoit qu'il y a très peu de données sur l'effet de la luzerne déshydratée sur la composition fine du lait et derrière l'aspect transformation technologique du lait. Donc, partant de ce constat, il y avait un besoin d'acquisition de référence. Donc, pour ce faire, on a décidé, au niveau du comité de nutrition animale, de mettre en place un essai pour mesurer l'impact de la luzerne déshydratée sur les qualités fromagères du lait issu d'une alimentation à base de luzerne. Donc l'essai a été réalisé sur le troupeau de l'INRAE à Méjusaume, au Reux, en Ille-et-Vilaine. Donc les paramètres que l'on a suivis, c'est tous les paramètres d'ingestion et de production laitière, à la fois la quantité et la qualité de lait qui a été produite sur le troupeau. On a également fait des mesures en laboratoire sur tous les paramètres de composition fine du lait, donc qui vont aller les éléments macro, le TB, le TP, mais également une approche potentiellement, on peut approfondir sur la partie acide gras. Il y a eu également un travail laboratoire sur le temps de coagulation pour produire du fromage et un calcul de rendement fromager. On a souhaité également aller jusqu'à la fabrication des fromages et faire une analyse sensorielle. Donc fabrication des fromages. Le lait collecté lors de l'essai a été transféré au lycée The Land, qui lui a un laboratoire pour fabriquer des fromages. Donc à la fois poursuivre les paramètres technologiques de fabrication et essayer de mesurer la partie texture, puisque lorsqu'on échange avec des fromagers sur des laiteries, beaucoup nous disent l'avantage de la luzerne déshydratée, c'est que le fromage est moins plâtreux et plus stable toute l'année par rapport à des fromages qui vont subir des variations d'alimentation. Et on va avoir par moments des bûchettes de fromage qui sont plâtreuses et par moments du fromage plus onctueux. Donc il y a une certaine stabilité qu'on peut retrouver. Donc on voulait mesurer et avoir des données scientifiques pour pouvoir divulguer derrière. Donc ce qui était prévu, c'était faire une analyse ensuite sensorielle sur les fromages avec le laboratoire Aqualea, où on va faire des paramètres de suivi à la fois l'odeur, la flaveur et la friabilité des fromages. Donc pour faire ces essais au niveau du protocole, on a mis en situation, donc sur le troupeau de chèvres de Méjusaume, on a eu 3 modalités. Un premier lot qui était alimenté avec de la fétuque déshydratée, un lot qui avait un mix moitié fétuque, moitié luzerne, et un lot qui avait de la luzerne déshydratée. L'objectif, c'était de remplacer le foin produit sur la ferme de Méjusaume par un produit déshydraté. Donc, pourquoi nous sommes passés sur la fétuque déshydratée? C'était aussi pour ne pas avoir un caractère d'ingestion différent, puisque quand vous êtes sur des brins courts, on appelle brins longs dans notre profession, sur des brins de 4-5 cm par rapport à du foin qui est vraiment en brin long, l'animal va ingérer plus si on est sur le brin court. Il y a plus de place dans la panse, si on fait court. Donc on a comparé les 3 modalités sur pratiquement 9 semaines. Donc 3 semaines de pré-expérimentation, 3 semaines, on a fait première fabrication de fromage. Et au bout de 6 semaines, on a répété également la fabrication de fromage. On a eu un souci pendant l'essai,
je dirais, un peu de malchance, où également les sous-entendus, on compare souvent la vache laitière et la chèvre. Le lycée The Land, qui n'avait pas d'expérience dans la fabrication de fromage de chèvre, mais plutôt fromage de vache laitière, n'a pas intégré le fait que le niveau de protéines du lait de chèvre est inférieur à celui d'une vache, et donc on n'a pas eu une éco-régulation correcte. Ce qui fait que notre fromage en bûchette s'est transformé en faisselle. C'est les aléas, et ça montre bien qu'il y a besoin d'acquérir des connaissances sur le lait de chèvre. Donc, déroulement de l'essai, on a mesuré à la fois des caractères sur la production laitière. Donc, on retrouve la première modalité, donc, où les chèvres ont reçu de la fétuque en complément de la ration classique. Le mix moitié fétuque déshydraté, moitié luzerne déshydraté, et luzerne déshydraté sur le troisième lot. Donc, lorsqu'on regarde les résultats, on va regarder la courbe. Au niveau de la production laitière, on est passé en phase pré-expérimentale sur des chèvres qui produisaient environ 2,7 kg de lait par jour, à le fait qu'on intègre, quand on place le foin par un produit déshydraté, on a retrouvé de la productivité sur les animaux, puisqu'en l'espace de 3 semaines, on est passé de 2,7 kg à pratiquement 4 kg 100 de production laitière par chèvre et par jour. Donc, ce qui s'explique en grosse partie par le fait que les animaux ingèrent plus d'aliments et donc transforment plus d'aliments qui, heureusement, se retrouvent dans la production laitière. Donc, on a un effet significatif sur le taux de protéique, puisque les chèvres qui ont reçu la luzerne par rapport à la fétuque ont augmenté en taux protéique, associé à la quantité de lait, donc ce qui fait que la matière lactique, on est passé pratiquement 110 grammes par jour de protéines produites en valeur absolue à 128 grammes de protéines, donc avec un effet significatif. Et également, on a le même constat sur le taux pictureux, donc les matières grasses, avec une augmentation de la teneur en matières grasses des laits. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir des données à la fois de TB et TP qui évoluent dans le bon sens, puisqu'on aurait pu dire qu'il y a une augmentation de la production laitière, donc des fois on constate plutôt une dilution du lait, mais ce n'est pas l'intérêt des transformations, puisque c'est la matière sèche du lait qui est intéressante, et ce qui est valorisé dans le lait, c'est les matières plutôt protéines et glucides. Donc derrière, au niveau de la transformation fromagère, on a des résultats sur lesquels on a des intérêts au niveau des rendements fromagers, puisque si on regarde le rendement fromager qu'on a eu avec l'ajout de présure, on a statistiquement un résultat qui est significatif, et on augmente le rendement en pourcentage de 16,5% et on passe à 18,3%. Donc pour un industriel ou un fromager artisanal, c'est quelque chose qui est très intéressant d'améliorer. Avec la même quantité de lait, on va produire plus de fromage. Donc économiquement, c'est très intéressant et valorisable derrière sur le plan communication, puisqu'il y a à la fois un intérêt technologique et qu'on peut transformer en intérêt économique. Au niveau de l'analyse sensorielle, donc ça c'est une partie de l'essai, comme je vous dis, nos bûchettes de fromage se sont transformées en faisselle. Et l'intérêt de l'analyse sensorielle sur de la faisselle est beaucoup plus compliqué que sur une bûchette de fromage. Donc c'est une partie de l'essai qui est un peu tombée à l'eau. Mais on verra si on doit reprendre un essai dans ce sens-là ou pas. Essayer d'aller à la transformation fromagère. Donc ce qui est intéressant, c'est que les résultats qu'on voit sur la chèvre, l'amélioration du rendement fromager, c'est des choses qui avaient été mises en évidence par l'INRA également sur des travaux de Jean-Louis Perrault, je regarde Didier, mais il y a bien une quinzaine d'années, sur l'amélioration, plus que 15, l'amélioration du rendement fromager en lait de vache. Donc on le retrouve bien sur la chèvre. Mais là, ça permet de bien mettre en évidence l'intérêt de nos luzernes déshydratées sur l'alimentation des biquettes, comme on dit. Donc la prochaine étape, c'est on attend toujours la finalisation des derniers résultats d'analyse de la part de l'INRAE, également le rapport qui doit être remis, je crois que c'est septembre, en termes d'objectifs. L'INRAE, il y a également la publication, on va dire,
des résultats dans des revues à comité de relecture, mais également, donc derrière, à nous de gérer la partie communication au grand public et également transformateurs fromagers et laiterie. Donc il y a tout un travail qui va être organisé derrière. Donc il y a déjà des travaux qui pourront être faits via la filière coopérative, puisque les principaux acteurs de la transformation fromagère, on va retrouver Sodial, Agrial, Terrena également dans l'eau. Donc on couvre déjà une belle partie de la production fromagère en fromage plus industriel. Mais il y a également toute la partie de producteurs indépendants, puisqu'il y a énormément de petits producteurs de lait de chèvre qui transforment à la ferme, sur lesquels on va essayer de valoriser ces résultats. Donc voilà pour la présentation, l'état des lieux sur l'essai qui a été réalisé sur l'alimentation des chèvres. Y a-t-il des questions? Est-ce que la progression qui est affichée, elle est corrigée de l'avancée en lactation ou pas? La mise en lot a été, oui effectivement, ça a été intégré dans l'essai. On reste sur une période très courte. On dit souvent que la chèvre, quand on loupe le démarrage de lactation sur une chèvre, c'est très difficile de remonter le niveau. Bon, quand vous voyez les courbes en termes de production laitière, quand vous avez des chèvres qui sont à 2,6 kg qui montent à 4 kg, clairement, les chèvres de l'INRAE étaient en sous-régime. C'est impressionnant, tout à fait. Mais avec une ration, je n'ai pas en tête les quantités ingérées, mais on a pratiquement, je pense, augmenté l'ingestion des animaux. C'est homogène, c'est pas que le début de lactation où il n'y a pas de... Non, on est en milieu de lactation. L'essai a eu lieu au mois de juin. Les chèvres le troupeau de l'INRAE est cyclé, donc mise bas sur le mois de février. Donc on est plutôt on approche du pic de lactation des chèvres. Tout à fait, on n'a pas de lait sans aliments. Comment on peut rattraper le coût de la fromageabilité? Le coût de la fromageabilité, enfin l'analyse sensorielle, tu veux dire? Sur la partie transformation fromagère? Oui, je pense que c'est un peu... C'est très frustrant comme démonstration. Je pense qu'il y a eu un effet de malchance. Transformation fromagère, on est tombé sur le mois de juillet. On a eu également une méconnaissance de la transformation fromagère du lait de chèvre. Là, c'est une relation entre l'INRAE et le laboratoire technologique du lycée agricole The Land. Et donc, c'est vrai qu'on avait été informé rapidement. On a dit, il n'y a pas le choix. De toute façon, on était au pied du mur. On fait de la faisselle, mais... Ouais. En termes de complément, ce qu'on peut dire, c'est que la partie sensorielle, c'était, je dirais, le bonus, parce que la partie fromageabilité en termes de rendement fromager, ce qui va intéresser soit l'industriel, soit le transformateur, les chiffres qui sont dans le tableau du bas. Il y a le rendement fromager, que ce soit sous présure ou lactique, ça c'est indiscutable. On prend des litres de lait, on en fait une quantité de fromage. Donc, même si on passe par l'étape pilote, on devrait retrouver ces chiffres-là. Après, l'objectif de l'analyse sensorielle, là on allait plus en exploration, peut-être pour dire, est-ce qu'il n'y a pas de défaut? Première chose, parce qu'on ne savait pas. Et l'idée qu'on avait en tête, c'est de dire une amélioration du goût et des caractéristiques. Le problème de la faisselle, c'est qu'on n'a pas pu faire l'affinage, une faisselle sur une faisselle, mais ce qu'on a pu voir à travers les dégustations de faisselle, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc déjà, l'hypothèse qui a pu conduire, enfin le cas qui a pu conduire à une dégradation des aspects sensoriels, on ne l'a pas. Donc on peut imaginer que sur l'affinage, on le maintient. Et l'idée, c'était de dire, si on le maintient, pourquoi pas développer des facteurs positifs. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusque-là? Peut-être, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, parce que là, ce qui va convaincre les utilisateurs, pour moi, c'est ça. Il ne faut pas oublier que le lait de chèvre, c'est surtout du fromage et des produits transformés, contrairement au lait de vache, une grosse partie qui part en lait liquide. Donc là, le lait liquide, je ne vais pas dire qu'on s'en moque des taux, mais c'est quand même moins pertinent, c'est pas le bon terme, mais moins prégnant, même si on peut en faire autre chose après. Donc là, on a vraiment un intérêt au moins pour la cible producteur de fromage. Donc sur la suite derrière, à revoir, soit effectivement on veut aller jusqu'au bout, donc il faudra refaire une manip, donc peut-être moins compliqué,
mais au moins sur la fabrication pilote, voilà, on communique là-dessus, mais je pense qu'il y a de quoi faire déjà, vu les résultats, parce qu'on disait tout à l'heure, en biblio, il n'existe rien. C'est vraiment une première. Donc, mission accomplie, comme dirait. Et en complément de Didier, c'est-à-dire toute la difficulté sur l'aspect sensoriel de la dégustation et de la prestation par rapport au laboratoire, c'est que les personnes qui étaient là à juger et à donner leur avis ont eu une période de pré-apprentissage sur de la bûchette. La bûchette, oui. De façon neutre, de manière à habituer leur palais sur un type de produit, et quand l'essai est arrivé, ben, c'était pas des bûchettes, c'était de la faisselle, ben, quelque part, ça, le château de cartes s'est écroulé, excusez-moi, mais... Donc toute la difficulté, c'est voilà, comment on remet ça à zéro. On peut en faire, hein, On c'est peut un chèque à en faire. faire, c'est pas de souci. Alors, on en parlera en comité. Après, on a aussi les retours terrain quand on écoute les fromagers de laiterie. Enfin, une laiterie comme Tribala, où ils préconisent la luzerne déshydratée puisqu'ils font des meilleures stabilités de transformation fromagère dans les usines. Quand on dit meilleure stabilité, il y a moins de dégazage et moins de correction de pH quand ils sont avec des alimentations à base de luzerne déshydratée par rapport à des ensilages ou des enlevénages. Ils ont également, ce qu'ils mettent en avant, c'est quelque chose au niveau du process de transformation du lait de chèvre, quelque chose qui est beaucoup plus stable. Donc ça, c'est au niveau des industriels. Pour avoir échangé également avec des adhérents qui font du fromage de chèvre à la ferme, ceux qui transforment à la ferme, qui ont commencé de la luzerne, généralement, ils ont tendance à augmenter la quantité de luzerne déshydratée, puisqu'ils constatent que le fromage est plus facile à fabriquer et plus régulier. Donc, quand vous achetez du fromage au marché, toujours chez un petit producteur, vous aimez bien avoir un fromage qui a le même goût entre un fromage du mois de juillet ou un fromage du mois de décembre. Donc ça, je pense, enfin on en parlera, mais notre point de vue, c'est même si l'analyse sensorielle n'est pas allée jusqu'au bout, et ça aurait été la cerise sur le gâteau, on a suffisamment d'informations et de données qui vont permettre d'initier l'utilisation de luzerne pour l'alimentation de la chèvre, et après, je pense que le bénéfice parlera de lui-même. Mais ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde collectivement, voir quelle suite on donne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le dossier chèvre, la présentation chèvre? Vous avez testé de la luzerne sous forme de balle pour pouvoir comparer avec le point de fétu, ou parce que ça correspond aux usages, et est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt d'estimer l'impact d'un apport simplement annulé, par exemple? On a testé l'apport à la fois, l'objectif c'est d'avoir une présentation similaire entre l'apport de graminées, donc sous forme de balle, récoltée à charge en sileuse 5 cm, et l'apport de luzerne déshydratée, récoltée en sileuse 5 cm, avec les mêmes paramètres de température de séchage. Donc ça, on l'a travaillé dans ce sens-là. Après, la question de refaire un essai avec le granulé de luzerne, effectivement, on peut avoir l'intérêt de refaire un essai avec des granulés. Il faut bien voir qu'une chèvre qui produit un peu plus de 4 litres de lait par jour, on a intérêt de bien maîtriser la rumination de l'animal. Si on met du granulé, il va falloir mettre une fibre efficace pour ne pas tomber dans des problèmes métaboliques d'acidose, qui sur des chèvres à ce niveau de production, une acidose, c'est une chèvre sur le dos le lendemain matin. Bien voir que ces chèvres, tout autres Méjussautes, c'est des chèvres qui font 55 kg. Donc 55 kg pour produire plus de 4 litres de lait, et un bon rendement quand même sur l'animal. Une dernière question? On va poursuivre. Merci Samuel de ton intervention. Donc, merci Samuel. Donc on va continuer sur notre dernière partie de présentation qui va être faite par Honoré. Puis j'en profite aussi pour présenter Honora, donc, qui est arrivé en fin d'année 2022 en tant que chargé de mission sur la filière luzerne, aussi bien sur l'agro que sur la nutrition animale. Donc, bienvenue et puis je te laisse te présenter. Merci Philippe, bonjour à tous et à toutes. Alors j'en connais un certain nombre, je connais un certain nombre d'entre vous. Il y en a d'autres que je ne connais pas encore, donc voilà, c'est Honoré Labanca. Je suis arrivé au mois d'octobre dans la filière. Alors j'ai un parcours d'ingénieur agronome.
Par le passé, donc pendant mes études, j'ai travaillé déjà dans la Luzerne. J'avais travaillé pour une start-up que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui faisait de la récolte fractionnée de luzerne. Donc, qui développait une machine, l'entreprise s'appelait Trusting, qui permettait de séparer les feuilles et les tiges pour avoir un produit riche en protéines et un produit riche en fibres. Voilà, d'où mes premiers contacts et mes premiers amours avec la luzerne. Ensuite, j'ai fait du conseil, donc rien à voir, je voulais m'ouvrir, changer un petit peu d'environnement. Donc pendant 4 ans, j'ai fait du conseil chez Capgemini, une grosse entreprise française de services informatiques, mais aussi de conseil. Et puis je souhaitais revenir dans la filière, dans le monde agricole, et puis spécifiquement dans les protéines végétales et dans la luzerne. Donc ce poste de chargé de mission semblait adéquat, adapté. Donc voilà, ça fait maintenant un peu plus de 5 mois que je suis là, et très content d'avoir rejoint la filière et de vous avoir toutes et tous rencontrés. Voilà. Alors, donc sur la présentation, je vais passer... Alors, il y avait un petit... Là, l'idée, en fait, de cette première partie de présentation, c'était de faire un point sur ce qui a été... Vous m'entendez bien? Parce que ouais, de faire un point sur ce qui a été réalisé depuis 2020, grosso modo, de se projeter sur où on en est en 2023 et où on veut aller pour 2026. Toujours un petit peu pour paraphraser, enfin pour reprendre les termes de François-Xavier Mons ce matin quand il projetait ses travaux dans la prospective Luzerne 2026. On arrive à un moment un petit peu charnière parce qu'on est à la moitié de cette temporalité-là, donc on est un peu tous dans tous les comités dans une logique de prise de recul, de regarder ce qu'on a fait, où on en est et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc voilà, l'idée de cette première partie de présentation, c'était de bien remettre ce qui a été fait. Donc on a parlé du cheval, qui était le dossier numéro 1 depuis 2018, exactement, parce que c'est le moment où le projet avait vraiment démarré, qui était un gros dossier qui a beaucoup occupé, que ce soit tant de l'énergie ou des moyens dans la filière, donc qui arrive avec de beaux résultats. Le dossier chèvre que Samuel vient de présenter. Et puis ensuite, là, moi je vais plutôt vous parler d'études qui sont... Alors c'est peut-être pas l'usage à la journée technique, mais je vais plutôt vous parler de projets qui sont en cours de construction ou qui sont construits mais qui sont en cours d'études par des financeurs, par exemple, ou en cours de construction. Et donc voilà, ces projets s'inscrivent dans notre démarche stratégique. C'est toujours soit caractériser les bienfaits de la luzerne déshydratée sur des choses qui sont connues, je dirais, dans la littérature, mais insuffisamment, ou alors connues par des bruits, enfin voilà, des habitudes, mais qui ne sont pas objectivées scientifiquement. Donc là, je vais vous parler d'un projet qui vise à étudier l'intérêt de la luzerne déshydratée pour la santé des vaches laitières, avec une approche épidémiologique, donc sur des bases de données que Philippe avait un petit peu introduit tout à l'heure. Et puis ensuite, un autre projet, je dirais peut-être encore plus prospectif, sur une espèce monogastrique. Donc par rapport à la santé des vaches laitières, c'est des choses qui sont relativement connues, que la luzerne aurait un intérêt, alors pour plusieurs raisons, pour la santé des vaches laitières, seulement voilà, on manque d'objectivité scientifique. Donc ça fait, alors je n'ai pas tout l'historique encore des travaux, mais ça fait, je pense, une paire de mois que la filière réfléchit à ce sujet-là, et ça fait même depuis, je pense, 2020 que ce projet est sur les rails, enfin en tout cas en cours d'étude. Là, l'objectif, pour vous détailler un petit peu le cadre, ce serait d'avoir des bases de données. Alors, on partait à la base sur des bases de données nationales, des bases de données de contrôle laitier, donc avoir les productions laitières, les paramètres de santé, les paramètres de qualité du lait, et les paramètres d'alimentation de milliers de vaches laitières sur plusieurs années, plusieurs mois, enfin, en tout cas avec un nombre de répétitions suffisant pour avoir une très grosse base de données, ce qui nous permettrait d'avoir une puissance statistique importante, ce qui est indispensable quand on fait des études épidémiologiques. Donc, sauf que la difficulté dans ce genre d'études, dans ce genre d'approche, qui est très différente du coup d'une approche expérimentale classique où on prend des animaux, on fait des traitements, on isole les facteurs externes et puis on essaie de démontrer des choses. Là, c'est une approche qui est différente, c'est les deux approches possibles. Seulement, ça demande des données qui sont très précises et ça, c'est pas évident à obtenir. On partait sur des bases de données nationales initialement, sauf que le problème, c'est que sur des bases de données nationales, on a les critères les données en production laitière des élevages. On a aussi d'autres données sur les élevages, mais on a beaucoup de difficultés à avoir les données de
de ration des animaux. C'est-à-dire qu'on a du mal à pouvoir mettre en face de paramètres de santé ou de production des paramètres de ration. Là, on a l'opportunité, en fait, d'ailleurs, grâce à Samuel, merci Samuel, de travailler avec le contrôle laitier d'Ille-et-Vilaine, qui s'appelle Ellipse, enfin, au-delà du contrôle laitier d'Ille-et-Vilaine, qui travaille aussi sur d'autres territoires, mais qui ont la qualité d'avoir dans leur base de données les paramètres de ration des animaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a, sur 4 ans, sur plusieurs milliers d'élevages, donc ça fait beaucoup d'animaux, sur 4 ans de données, on a, via des notations des techniciens d'élevage, du contrôle laitier, quand ils vont sur les élevages, ils notent si on a de la luzerne, en quelle quantité, est-ce que c'est de la luzerne des îles, est-ce que c'est de la luzerne enrubanée, est-ce que c'est, etc. Donc, partant de cette base de données-là, qui nous serait fournie par Ellipse dans le cadre de ce projet-là, on travaillerait avec le département épidémiologie de l'ONIRIS, donc l'école vétérinaire de Nantes, dont on a un des membres dans notre comité nutrition animale, pour travailler sur cette étude épidémiologique. Alors ça, c'est un projet qui est encore en cours de construction. On avance relativement ces derniers temps, donc on espère pouvoir lancer cette démarche-là concrètement à l'automne 2023. Voilà. Puisqu'on partirait sur un... On partirait, hein, je parle conditionnel, voilà. On partirait sur une étude tripartite entre Ellipse, Luzerne de France, donc le syndicat, et l'UMR, la BioEpar Oniris Inrae, qui démarrerait en septembre, parce qu'il faudrait recruter un CDD post-doc qui réaliserait l'analyse statistique. Par contre, l'avantage de cette approche-là qu'on a retenue, c'est d'avoir des données qui seraient vraiment de qualité, une analyse qui serait vraiment reconnue sur le plan scientifique et sur le plan même international, et donc de pouvoir valoriser ces résultats-là assez largement et de manière intéressante pour la filière. Et cette étude-là s'inspire d'une étude qui a été faite sur le lin par le même département de recherche, en lien avec Valorex, et qui a eu un impact assez intéressant pour eux sur leur filière. Donc voilà, on essaye de reproduire un peu le même schéma. Bon, je crois que j'ai tout dit à l'oral, donc je peux avoir besoin des diapos. Voilà, on est en train de construire ce projet. J'espère qu'à la prochaine journée technique, on pourra vous dire que ce projet est en cours et qu'il a bien avancé. Alors, donc maintenant, je vais vous présenter une partie des choses, encore une fois, un projet qui vient d'être construit, qui vient d'être déposé auprès d'un financeur qui est France Agrimaire, projet qu'on a appelé Impulsa, avec un V. Donc, qui s'intitule « Innovation et connaissances pour valoriser la luzerne en santé animale ». Alors, c'est un projet qu'on conduit avec un partenariat, deux partenaires, Lab2Field, qui est le même partenaire que sur le programme Pulse, sur le cheval, donc qui est un laboratoire reconnu au niveau européen sur le travail qu'il peut réaliser sur les chevaux, qui est spécialisé dans la santé gastrique, enfin le fonctionnement, la digestion des animaux, et puis des Yalis, évidemment, qui est le même partenaire que dans le consortium précédent, et qui va nous accompagner notamment sur les aspects communication sur ce projet-là. Donc ce projet, il a été... alors sa genèse, il s'inscrit dans la stratégie de la filière, hein. Il s'agit de diversifier les débouchés, il s'agit de préciser la valeur de la luzerne pour mieux valoriser nos produits. Et donc il fait suite, alors plus ou moins directement au programme Pulse, puisqu'il va viser, comme vous le verrez, d'une part les chevaux, mais pas seulement les chevaux, aussi les cochons. Donc cochons sur lesquels il y a aujourd'hui dans la filière, il y a peu de produits, enfin, il y a quasiment pas de produits, on pourrait dire, qui est commercialisé dans la filière porcine. Les porcins aujourd'hui ne consomment pas de luzerne déshydratée. Cependant, c'est une filière d'élevage où on sait qu'il y a des problèmes digestifs chez les animaux, on sait qu'il y a des difficultés à ce niveau-là, des difficultés qui peuvent entraîner par exemple des diarrhées ou des mortalités, qui sont aujourd'hui peu traitées, sur lesquelles on a peu de solutions. Et sur l'élevage porcin, si vous voulez, en termes de zootechnie, on est assez avancé. Enfin, c'est-à-dire que la science est quand même plutôt bien consolidée sur ces aspects-là. On sait comment nourrir un cochon pour maximiser sa vitesse de croissance et son efficacité alimentaire. Là où on est moins bon, c'est sur comment limiter les diarrhées, comment limiter la mortalité. Et donc c'est vraiment sur ce créneau-là que la filière veut se positionner. On n'est pas sur un créneau, la luzerne va faire grossir vos cochons avec moins d'intrants et plus vite. On est vraiment sur la luzerne va
vous faire progresser sur ces critères de diarrhée, de mortalité, donc c'est un créneau santé. Voilà. Donc d'où le nom du projet, oui, en santé animale. On parle vraiment de santé animale, qu'on soit sur le cheval ou sur le cochon. J'ai un peu parlé du cochon. Sur le cheval, l'idée, donc les chevaux, dans le précédent programme, le programme Pulse, on a montré que la luzerne avait un intérêt sur le traitement de certains ulcères gastriques du cheval. C'était un résultat qu'on n'attendait pas. On pensait qu'on aurait... voilà, en fait, c'est un type d'ulcère qu'on n'attendait pas dans le dispositif expérimental. Et on s'est rendu compte à l'issue de l'essai que 5 chevaux sur 6 qui étaient atteints par cet ulcère-là au début de l'essai étaient guéris à la fin quand ils avaient été nourris avec de la luzerne déshydratée. Donc on se dit qu'il y a quand même un intérêt, il faut qu'on creuse ce sujet-là. Et donc il y a un premier essai qui serait réalisé dans ce programme INPULSA, qui serait de comprendre le mécanisme de l'effet curatif qu'on imagine de la luzerne sur ce type d'ulcère. Comment on fait ça? Alors, ouais, j'ai une diapo juste après pour l'expliquer un petit peu plus précisément. Donc l'idée de ce premier essai, donc, qui arriverait chronologiquement en premier dans le programme qu'on a déposé chez France Agrimaire, ce serait de comparer un certain nombre de modalités avec un dispositif qu'on appelle en carré latin, puisque c'est un dispositif où les animaux en fait passent par tous les traitements au fur et à mesure de l'essai. Comme vous voyez, un animal qui commence en témoin céréal, il finit en luzerne déstructurée. Celui qui commence en luzerne déstructurée, bon, il passe par l'ensemble des modalités. Ce qui permet de mettre en évidence des effets de chacun de ces traitements sur les animaux et d'avoir un échantillon qui reste homogène. Alors ça permet aussi d'avoir des petites tailles d'échantillons, donc de ne pas démultiplier le nombre de chevaux, parce qu'à un moment ça peut devenir compliqué en termes de gestion et en termes de budget. Mais donc voilà, l'idée de cet essai-là, c'est vraiment de comprendre le mode d'action et de cribler les différents produits que vous voyez là à l'écran. Donc mettre en évidence la différence d'efficacité, je dirais, contre les ulcères des chevaux qui entreraient au début de l'essai, du témoin céréal. Alors sur le témoin céréal, on devine qu'il n'y aura pas d'efficacité particulière, voire le contraire. On aura plutôt un maintien des ulcères, voire une dégradation de la santé des animaux. Sur le son de blé, alors le son de blé, c'est très intéressant de l'avoir positionné dans cet essai-là, parce que c'est aujourd'hui l'aliment qui est recommandé au niveau de la filière équine pour son contenu en fibres, pour traiter ce genre de problème d'ulcère. Donc sauf que nous, enfin quand je dis nous, je parle de Lab2Field qui est l'expert sur ces dossiers-là, mais on intuite et on sait de notre connaissance du fonctionnement des fibres et de l'écosystème gastrique que le son de blé ne va pas répondre à cette problématique-là. Donc on va tester en parallèle de la luzerne brun-long, donc pâle, classique, qui, on le sait, a des effets positifs, mais qu'on pense pouvoir améliorer avec une autre forme de luzerne. On va tester de la luzerne granulée, évidemment, et on va tester de la luzerne déstructurée, qui est encore une autre forme de luzerne, qui permettrait d'avoir les avantages du granulé, puisqu'il va être il va être concentré, il va favoriser l'ingestion, puis il va permettre de bien équilibrer, au niveau de l'estomac du cheval, mais il va éviter les inconvénients de la luzerne brun-long, puisqu'il ne va pas être agressif au moment de l'ingestion. Voilà, donc ça c'est le premier essai. Et le deuxième essai sur le cheval, une fois qu'on aura identifié notre forme de luzerne la plus pertinente pour les ulcères gastriques, ce sera de la tester sur un gros échantillon, avec un essai plutôt longitudinal, où on ira, alors c'est relativement ambitieux, mais on comparera le traitement de référence qui est utilisé aujourd'hui pour les ulcères gastriques au traitement luzerne qu'on a identifié comme le plus efficace dans l'essai 1. C'est-à-dire qu'on a un traitement qui existe aujourd'hui qui s'appelle l'oméprazole, qui est un antiacide, qui est utilisé pour les ulcères gastriques du cheval. On va, comme vous voyez ici, on va l'utiliser jusqu'à J28. Alors pourquoi J28? Parce que c'est la posologie qui est recommandée aujourd'hui par les vétérinaires. Donc en le comparant avec un témoin céréal et avec notre produit luzerne. Et à partir de J28, on le remettra au témoin céréal, puisque c'est ce qui est recommandé par la profession vétérinaire, mais on continuera, nous, de notre côté, l'alimentation en luzerne. Voilà. Et donc là, l'idée, si on arrive à mettre en évidence que la luzerne qu'on a sélectionnée dans l'essai 1 est plus performante, enfin en tout cas est plus efficace que le traitement de référence, on aura un produit luzerne qu'on pourra théoriquement valoriser avec derrière un résultat scientifique pour appuyer cette valorisation spécifique. Et une forme de luzerne spécifique qui nous permettra de la pousser un petit peu plus que ce qu'on aurait pu faire sur une luzerne avec un format, entre guillemets, soit dit classique.
Alors, sur le cochon, maintenant, donc je vous en ai un petit peu parlé, on pourra revenir aux questions, j'imagine que vous en avez. Donc, la luzerne est absente aujourd'hui de l'alimentation des cochons, hein, je l'ai dit en introduction. L'idée, c'est le cochon, c'est quand même un gros marché, ça fait beaucoup d'aliments, c'est très important. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais bon, ça se chiffre il me semble que c'est 3 ou 4 millions de tonnes, si je dis pas de bêtises, on est dans cet ordre de grandeur-là. Donc l'idée, ce serait de venir apporter un petit peu de... Même si on rentre à des taux d'incorporation faibles sur ce marché-là, on va quand même pouvoir avoir un appel d'air sur les volumes, et donc c'est un marché qu'on considère quand même comme intéressant. D'où l'intérêt d'aller lancer un essai sur ce marché-là, donc là assez rapidement, et comme je l'ai dit en introduction, sur une optique vraiment santé, non pas zootechnique et alimentation classique, mais santé animale. Donc on va travailler sur la santé gastrique du cochon, et comment les fibres de luzerne peuvent aider. Alors vous voyez là on a un petit schéma expérimental du déroulé simplifié. Hein. L'idée c'est de travailler en fait sur un essai avec un modèle un peu innovant, c'est un essai transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on va donner de la luzerne à la truie gestante. Là on a le porcelet mais qui est pas encore né, à la truie en lactation et au porcelet qui vient de naître, au porcelet sevré et au moment de l'empressement. Et donc l'idée c'est d'avoir ce dispositif-là, longitudinal, je dirais, avec deux modalités, donc une modalité plutôt luzerne et une modalité plutôt alimentation classique. Ça veut dire qu'on pourra mettre en évidence l'effet, par exemple, transmission, enfin l'effet génération, du fait d'apporter de la luzerne à la truie gestante et à la truie en lactation par rapport à pas d'apport de luzerne. Voilà, on pourra voir si, par exemple, si cet effet-là existe ou non, avec un dispositif comme celui-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, et l'idée étant, derrière, en suivant les résultats qu'on aura, de pouvoir éventuellement adapter des doses. Alors ça, ce serait plutôt des prochaines étapes, parce que là, on ne va pas travailler sur des doses, mais adapter des doses suivant le stade d'élevage, par exemple. Voilà pour le cochon. Oui, un petit mot peut-être sur le dossier, puis comme ça me permettra de terminer de prendre les questions. C'est un dossier qu'on a commencé à travailler, je dirais, mi-fin novembre. Et c'est des dossiers France Agrimaire qui sont assez lourds, donc oui, quand même un petit mot sur le budget du projet, j'en ai pas parlé, mais on est autour d'1 million d'euros, donc c'est quand même des gros projets. C'est des dossiers donc, qui sont présentés aux financeurs France Agrimaire sur des appels à projets qu'on appelle connaissances, c'est des appels à projets qui sont destinés à des projets d'expérimentation de recherche scientifique, donc qui donnent lieu à des publications scientifiques. Le projet, donc simplement un petit mot, voilà, il y a eu un gros effort qui a été fait par la filière et puis par les différents partenaires sur ce dossier-là, et qui a été construit aussi ce dossier-là avec les filières directement. Donc on a discuté avec la filière porcine, on a discuté avec les filières équines, ce qui nous permet sur ce dossier-là d'avoir des lettres de soutien assez intéressantes. Vous voyez qu'on a l'interprofession porcine qui nous soutient sur ce dossier-là, donc INAPOR. On a le groupement de producteurs Sirio, on a Vitagora, qui est le pôle de compétitivité Bourgogne, qui est lié avec Lab2Feed. Et puis on a aussi sur la filière équine, l'IVE, donc les vétérinaires, Hippolia, pôle de compétitivité, et puis l'ADM. Voilà, donc on est assez, on espère maintenant qu'on aura une réponse positive sur ce projet-là. Et en termes de planning, on se positionne, on aura la réponse autour du mois de fin juin, début juillet. Donc on espère encore une fois qu'à la prochaine journée technique, on puisse vous annoncer que ce projet est en cours. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse à vos questions. Je pense qu'on a quelques petites minutes. J'aurais une question sur le dossier cheval, sur le cheval. Aujourd'hui, le cheval anglais consomme combien de luzerne? Ça veut dire que potentiellement, un cheval français doit ou peut consommer combien de luzerne? Est-ce qu'on a des données ou des informations là-dessus? Oui, alors, je n'aurais pas le chiffre exact à te donner là. Je ne sais pas si... J'ai lancé la balle à Didier, je ne sais pas s'il a en tête. En tout cas, on sait qu'il y a un potentiel qui est important en France, puisque c'est un marché historiquement où la luzerne est très peu présente, comparé aux Anglais, comparé aux Américains. Donc voilà. On sait qu'on a un potentiel de croissance encore important. Non,
Non, mais c'est pas de la provocation dans ma question, mais on sait très bien que dans l'élevage chez les Anglais, la luzerne, c'est quelque chose d'habituel, de connu et puis de reconnu. Alors pourquoi en France c'est pas le cas? C'est un peu le sens de mon propos. C'est bien aussi pour ça que le Sénat a porté attention sur cette étude-là, cheval, de manière à voir comment on peut essayer de mettre en avant justement cette luzerne dans l'alimentation du cheval. Julien, vous avez expliqué la première fois d'où venait cette idée reçue, que ça sortait d'un bouquin très précis qui a fait foi depuis, on est resté là-dessus. Voilà, on voit qu'il y a encore des restes de ce bouquin-là, comme le présentait Samuel tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, tu veux peut-être, je présente simplement, j'avais les autres dossiers que le Sénat traite pour information. Je pense que c'est bien de faire le tour de. Enfin, vous ayez un petit point de vue sur les autres dossiers, parce qu'on ne peut pas tout présenter à la journée technique. Il faut savoir qu'on a des dossiers, alors ça c'est plutôt des dossiers, je dirais, de fond, enfin des choses qui sont transverses, qu'on traite sur le temps long. On a un projet de caractériser nos luzernes déshydratées pour les différencier par rapport à des luzernes séchées soleil. Donc ça c'est pour des raisons, je dirais, ça intéresse la filière au sens large, hein, c'est pas vraiment un sujet de nutrition animale en tant que tel, je dirais. Voilà, comme dit Eric, l'idée c'est de pouvoir, sur des critères chimiques précis, vraiment répétables, différencier une luzerne déshydratée d'une luzerne séchée soleil. Parce que le terme déshydraté peut avoir aussi son importance au niveau juridique, par exemple, hein, donc c'est important qu'on ait des informations précises là-dessus. Donc ça c'est un projet qui va être mené à cette saison. On travaille aussi sur l'évaluation environnementale. Alors ça c'est un gros sujet, je laisserai peut-être Philippe en dire un mot dans sa conclusion. Voilà, donc là le sujet c'est que nos produits déshydratés soient jugés, enfin en tout cas soient qualifiés à leur juste mesure, à leur juste valeur sur des impacts comme leur impact carbone par exemple. Hein. Ce matin on a beaucoup parlé du carbone. C'est bien que la filière c'est essentiel que la filière se décarbone. Ce qui est essentiel aussi, c'est que dans les produits, on ait des données sur deux produits, donc c'est des données qu'on appelle d'analyse de cycle de vie, qui soient fidèles à la décarbonation de la filière. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un dossier qui est particulièrement prioritaire et qu'on suit avec attention. Voilà, je laisse conclure. Merci. S'il y a des questions de réaction par rapport à cette dernière slide, sinon je vais faire une conclusion et également intervenir sur le sujet de l'écoaline, où quelque part on a mis en avant tous les travaux qui ont été faits par notre filière de décarbonation de notre produit. Et ça se traduit par rien du tout concrètement sur le terrain, c'est-à-dire aussi bien chez les distributeurs que chez les éleveurs. À partir du moment qu'on met ou qu'on intègre le mot luzerne déshydratée, ben, on est quelque part pénalisé dans notre bilan ou dans notre analyse. Et ça, c'est un peu, j'estime, c'est préjudiciable en fin de compte pour notre filière à terme. Et il y a des gros travaux à faire de communication et de compréhension. Alors, il y a un effet de blocage, je ne sais pas où il est, mais on a quelques pistes, quelques réflexions, mais c'est gênant. Je trouve que depuis le temps qu'on en parle, quand même, tous les ans, en journée technique, on aborde ce sujet-là, et avec les institutions, avec l'INRAE et autres, on sent que comme s'il y avait un blocage, et dire, hop, non, parce que là, ça va mettre en chose. Donc, il y a du gros travail à faire, de communication avec nos élus, je pense principalement avec nos élus, de manière à essayer de débloquer quelque chose pour que, justement, ce soit un peu reconnu. Donc, une alerte, un point de vigilance à tous et à toutes. Si vous avez l'occasion d'aborder ce sujet-là avec vos élus, avec vos représentants, n'hésitez pas. Là, il y a un gros travail à faire. On y croit, il n'y a pas de raison que ça aboutisse. Mais le pas de temps pour nous, il est long et même trop long. Donc voilà, je voulais un peu apporter ce sujet-là. Et pour ce qui est du Sénat, on a terminé. Donc je vais laisser la parole toujours à Honoré et à mon collègue du CERA. Merci. Merci Philippe. Voilà, donc on va passer au CERA sans plus attendre. Donc j'appelle à la tribune le président du CERA, Claude Panet, pour faire une introduction. Et puis il va y avoir aussi un petit retour sur le voyage en Roumanie, voyage commun CET-CERA. Et puis un petit bilan rapide de la campagne 2022.
et le modérateur Olivier Morand. On attend aussi à la tribune. Et donc c'est le dernier comité au niveau de la filière luzerne, donc le comité agronomique, donc, qui est là pour travailler toute la partie développement luzerne, tant par ses variétés, tant par les nouvelles techniques, tant par les essais variétaux pour améliorer nos rendements, parce qu'il faut quand même garder contre le fond, tout producteur de luzerne doit faire des tonnes, et on ne doit pas se satisfaire de ce qu'on fait, on doit toujours augmenter. Mais seulement, nous avons quand même quelque chose qui est contre nous à l'heure actuelle, qui s'appelle la météo. Et pour la deuxième année, enfin pour déjà quelques années consécutives, 2022, n'a encore pas été au rendez-vous au niveau production, puisque à travers toutes nos usines champenoises, on a encore perdu en rendement. Certes, on s'est un petit peu rattrapé sur la 4e coupe, mais bon, il était trop tard. Et ça s'est même traduit au niveau de la commercialisation, puisqu'à un moment donné, on a dit stop, il faut qu'on arrête la commercialisation, la luzerne. Donc, en plus, les implantations ont été aussi compliquées, parce que bon, était sec, donc des luzernes qui ne lèvent pas. En plus, au niveau des herbages, ça devient de plus en plus compliqué, puisqu'on perd des matières actives tous les ans. Donc, avant tout, il faut qu'on produise. Donc, voilà la partie en toile de fond, donc météo et production. Donc, le CERA, qu'est-ce qu'il a travaillé cette année? Eh bien, il a travaillé, il a essayé de quantifier les aménités de la luzerne dans le système des cultures, par le biais des rotations, qui nous sera présenté par Olivier Cougnier par la suite. Ensuite, toute la partie agro et ses variétaux, désherbage mécanique, chimique, nouvelles implantations, qui va vous être présentée par Damien Alabre. Et puis ensuite, la veille technologique, les atténuations des émissions atmosphériques, donc la démarche carbone qui nous sera présentée par Pascal Thibault et Honoré. Et puis ensuite, si on veut avancer dans la vie, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Et en l'occurrence, le CERA s'est déplacé en Roumanie. Alors pourquoi s'est déplacé en Roumanie? Ça remonte maintenant à 4 ans en arrière, quand on était en congrès de la luzerne en Argentine. On a appris que les Roumains montaient des usines de DESI et démarraient la production de la luzerne. Et donc, je me souviens, j'ai sorti du congrès parce que j'ai un ami qui est parti en Roumanie en 93 pour exploiter en Roumanie. Je l'ai appelé et je lui dis, est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Il me dit oui, aujourd'hui ils se montent des DESI, les Émirats montent des DESI et les Libanais montent des DESI. Donc de là, je me suis dit, il faut tout de suite aller voir là-bas ce qui se passe, parce que quelque part, dans les années 60, ce sont les champenois qui ont monté des usines de DESI. Et nous, on va dire 60 ans après, on peut peut-être être les derniers de la classe. Donc il faut toujours aller voir ce qui se passe. Et ça a été une réflexion personnelle, j'ai voulu emmener toute la filière. Pourquoi toute la filière? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait travailler, les comités, mais il faut qu'il y ait des liaisons entre les comités. Et je pense que l'agronomie, la partie animale, la partie industrielle, tout ça, ça se lie. Et en plus, la partie industrielle, avant la construction des usines, ils auraient pu avoir des process différents, des choses. Et donc, on aurait dû partir aussitôt, mais seulement il y a eu le Covid. Donc, le Covid a pénalisé les choses. Et on est parti en 2022. Donc, toute la filière, il y a eu une très bonne participation. Tout le monde était heureux d'avoir fait ce voyage. On a appris à mieux se connaître. Et la preuve, puisque cette année, il y a un autre déplacement, le CET invite le CERA, et je pense que c'est une bonne chose, on travaille tous ensemble. Alors maintenant, une petite présentation sur la Roumanie. T'as dit absolument sur la Roumanie? Non, t'as des choses? Non, t'as rien? Oui. Donc on s'est rendu... On s'est rendu au nord de Bucarest. Alors déjà, on est passé voir l'ami champenois, parce que quelque part, un champenois qui part en Roumanie, tout le monde m'aurait posé des questions, il dit où, il fait quoi? Seulement, il ne fait pas de luzerne. Bon, et c'est grâce à lui qu'on est arrivé en Roumanie, parce que aujourd'hui, il est vice-président de l'association des producteurs de maïs au niveau Roumanie, et sa directrice, c'est elle qui nous a organisé le voyage, qui, elle, est aujourd'hui dans la politique roumaine, c'est ça, Yann, hein? Et donc, tout le programme a pu se bâtir grâce à ces deux personnes. Et donc, au niveau de la luzerne, il faut quand même savoir que ce sont les pays, les Émirats, qui jusque-là produisaient de la luzerne dans le désert,
mais seulement comme ils n'ont plus le droit de produire de la luzerne, d'arroser de la luzerne sous 40 degrés, parce que l'eau, avant tout, c'est pour l'homme. Et ça, maintenant, c'est dans le monde entier. On s'en rend compte à travers les voyages qu'on a pu faire. Donc, ces gens-là, il faut quand même savoir que c'est Agricoste. Et Agricoste, c'est la plus grosse ferme d'Europe à l'heure actuelle, puisqu'ils exploitent 53 000 hectares. Ils ont 90% de l'île de Braïla, parce que l'île de Braïla, c'est 75 000 hectares de mémoire. Et donc, nous sommes allés chez eux, voir la production de luzerne. Et au niveau agronomie, ce qui nous interpellait, c'est que ces gens-là sont rentrés dans l'Europe et ils auraient pu avoir des passe-droits sur des produits, sur des matières actives. Et on n'a pas eu besoin de poser la question, parce que quand on a été reçu à Bucarest, au siège d'Aldara, donc Agricoste Aldara, le directeur, donc il y avait le directeur agronomique des fermes et le directeur qui est au-dessus, donc qui est plutôt des Émirats, nous a posé la question, mais vous en France, c'est comment au niveau des matières actives? Parce que nous, c'est très compliqué. Et ils sont comme nous, ils ont les mêmes restrictions, seulement eux, ils ont construit des usines en Roumanie il y a 3 ans, pardon, et c'est pas pour arrêter la luzerne, parce que bon, ça peut être des Émirats, mais ils ont investi quand même de l'argent. Donc ça, c'est la première chose qu'on a découvert au niveau agronomie. Ensuite, on a été voir une autre ferme, donc ce sont des Libanais, qui sont donc là à côté de Bucarest. Et ce qu'on en a pu découvrir au niveau agronomie, c'est que nous, ils mettent aussi des éléments minéraux comme nous, mais seulement eux, après chaque coupe, ils mettent de l'azote. Et il s'avère que, bon, les coupes, les rendements sont un peu supérieurs à nous. Ils arrosent, mais ils mettent de l'azote, après chaque coupe. Les teneurs dans les sols, bon, c'est un peu compliqué pour savoir, mais ça nous a vraiment surpris, parce que c'est des 60 unités après chaque coupe. Et il faut savoir que les résultats, ils sont quand même là. Donc nous, on veut approfondir ce sujet-là au niveau du sirop, parce que, certes, il y a des besoins, il y a des exportations, mais l'azote, pourquoi pas. Et moi, personnellement, je le dis tout le temps au niveau du sirop, ça va faire 5 ans que maintenant, sur l'exploitation, on apporte du digestop, on apporte de la fiente, on apporte de la vinasse. Et cette année, n'ayant pas de pluviométrie, les parcelles qui ont reçu de la vinasse et du digestop, on a 4 tonnes d'écart par rapport aux autres coupes qui ont été faites dans le même moment. Alors certes, ces produits-là, il y a la matière organique, mais entre deux coupes, la matière organique, elle ne fait pas effet. Je suis persuadé que l'azote, aujourd'hui, il y a quelque chose. Alors, tout ça, après, on raisonne au niveau économique. On a le droit d'éprendre ces produits-là, que l'on travaille au niveau agronomique. On est là pour ça. Et puis, donc, au niveau industriel, bon, il y a des choses qui ont été observées. Bon, ils ne sont pas autrement que nous. Bon, ils récoltent la luzerne, c'est pas en ensilage, puisque ils fauchent, ils ramassent par les ramasseuses, et puis donc c'est du séchage. Il y a la température qui est là. Donc voilà ce que l'on a vu en Roumanie. Donc vous voyez la photo du haut, là c'est le ministre agricole là, qui est au milieu. Donc oui, il n'est pas tout jeune, c'est vrai, mais non, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Comment? Oui, bon, ok. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Didier Coulmier, qui va présenter donc, les aménités de la luzerne dans le système des cultures, qui s'appelle Ose et Rancraille. Tu veux le micro? Je vais rester là. Si ça marche, ça sera plus pratique pour moi. Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ceux qui n'ont pas pu saluer, mais bon, j'ai un petit problème, là je fais partie des effectifs Cotorep en ce moment, donc voilà, profitez-en. Je vais vous parler d'une chose là dont on a déjà parlé l'an dernier, à cette époque-là. Rappelez-vous, c'était le début des journées techniques, il y avait une grosse panne de vidéoprojecteurs, c'était au Capitole. Donc le pauvre speaker, donc, qui était membre de l'AS-Entreprise, alors c'est pas lui qui avait fait l'étude, en plus, si je puis dire, donc il avait fait ce qu'il a pu, et puis surtout il avait conclu en disant ouais, la luzerne c'est bien, mais bon, ça coûte cher, hein, et de la potasse. Alors, ok, le message était passé. En ce qui nous concerne, on a eu cet été des bruits qui nous disaient attention, les surfaces de luzerne vont baisser. Bon,
oui, il y a moins de ventes de semences, donc il y aura moins de luzerne de semée, donc il y aura moins de luzerne récoltée l'an prochain. Alors, quelques-uns, on s'est posé la question, mais pourquoi? Pourtant, tout va bien en luzerne, on a l'énergie pas chère, la biomasse, on a vu ce matin, on a du soleil, on préfère la mort, et puis le marché, ça se porte plutôt bien, la preuve. Mais bon, attention, il y a moins de surface. Donc à ce moment-là, on s'est dit, ben oui, c'est qu'il y a quelque chose, les gens se posent des questions. La luzerne, elle gagne peut-être pas tant d'argent que ce qu'on pourrait croire. Et puis on avait en tête, quand même, malgré la présentation un peu calamiteuse dans l'Herbier, quelques chiffres qui étaient passés dans ce travail aux Éancrais. Donc je vous rappelle tous les membres qui étaient là, donc que du beau monde, au niveau économique, il n'y a pas mieux. Donc nous, pauvres gens du CERA, pauvres agronomes, ben, c'est tout, on va se lancer, on va aller faire la guerre aux économistes. C'est tout, on peut changer un petit peu de domaine de temps en temps. Donc on a pris les chiffres. Bien sûr, ce que je pourrais vous raconter là, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendu le discours dans vos réunions d'hiver. Bien sûr, ces choses-là ont été validées par les gens qui ont fait l'étude. Bien sûr, pas tout le monde là, mais c'était surtout dans le consortium qui était constitué aux Éancrais, AS Entreprises, qui était à la manœuvre, et on a travaillé de façon complètement concertée avec eux. Donc, un petit rappel sur cette étude-là. L'objectif, alors ce n'est pas forcément l'objectif de l'étude spécifique luzerne, donc c'était identifier les pratiques agronomiques les plus performantes sur le plan économique pour les promouvoir, sous-entendu pour promouvoir les pratiques qui sont performantes au niveau économique. Donc c'est quand même quelque chose de très orienté économique. Donc pour rappel, il y avait en dehors de la luzerne, il y avait le cas type betterave, production de betterave, le cas type méthanisation et le cas type bio. Donc comment on s'en sort sur ces 4 spécificités de la production agricole champenoise? Avec ici rapidement la présentation de la population étudiée. Alors, quelque chose qui personnellement m'interpelle un petit peu, c'est la surface moyenne des exploitations qui ont été prises en compte, 115 hectares. Alors, je ne vais pas interroger la salle auprès des exploitations agricoles pour savoir combien il y en a au-dessus et en dessous, mais je pense que ce chiffre-là est un petit peu minoré. 450 exploitations qui sont réparties à peu près sur toute la Champagne. Et puis donc, des groupes ont été déterminés sur une période d'études de 2015-2019. Alors c'est vrai qu'on n'intègre pas les 2020, 2022, les trucs un peu compliqués. Donc c'est reste un historique, il y a quand même 5 années. Et donc là, on a un peu tous les cas de figure possibles imaginables. Donc bien sûr, si je puis dire, on a une majorité de gens qui font de la luzerne, plus ou moins de luzerne. Donc entre 0 et 9, les 3 classes côté faites, entre 9 et 14 et au-dessus de 14. Bon, ça fait des populations à peu près équivalentes. Et puis, chose assez particulière qui m'a aidé de souligner, c'est qu'en Champagne, tout le monde ne fait pas de la luzerne et de la betterave. Il y avait des gens qui ne font pas de luzerne, qui font de la betterave. Il y a des gens qui font de la luzerne, mais qui ne font pas de betterave. Et puis, il y a des gens qui font ni l'un ni l'autre. Ça existe. Donc, c'est comme l'intérêt, c'est qu'on avait ces groupes-là et voir un peu comment tout ça, ça se situe. Donc, la principale enseignement qu'on avait retenu l'an dernier, j'espère qu'on l'avait retenu, ce chiffre-là, c'était de dire, effectivement, pour le groupe luzerne le plus performant, 9-14, il y a plus 15 € hectare de marge nette sur les exploitations. Marge nette pour toutes les surfaces, tous les hectares, qui soient de luzerne ou pas de luzerne. Plus 15 €. C'est vrai que 15 €, c'est pas énorme en soi, que 15 €, mais bon, multiplié par des hectares de luzerne, donc des hectares de SAU, quand on a 115, c'est pas mal. Bon, quand on en a 500 ou plus, c'est encore mieux. Alors ça, c'est typiquement une présentation d'économistes. Vous avez tous des conseillers de gestion, ceux qui sont exploitants, et ils vous présentent, font des études de groupe. Donc vous avez le groupe qui est ici, et puis quelles sont les meilleures pratiques du groupe. Donc le groupe moyen, il est là, c'est tout le monde, les gens qui font la luzerne, qui font pas la luzerne, et puis on essaye d'identifier ceux qui sont mieux que les autres. Et puis effectivement, ceux qui sont mieux, c'est ceux qui sont entre 9 et 14. Alors bien sûr, là, c'est le 0-0, 0 betterave, 0 luzerne pour la punition. Donc ça, c'est le raisonnement des conseillers de gestion. Par contre, moi je suis scientifique, c'est pas très scientifique tout ça. En général, quand on compare des choses, on compare des choses comparables. Et donc, quand on compare des gens qui font de la luzerne, on les compare à des gens qui ne font pas de luzerne. Sinon, vous imaginez que là-dedans, il y a des gens qui font de la luzerne, donc bien sûr, l'effet luzerne, il est aussi là-dedans. Donc les 15 €, non, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on veut voir l'effet de la luzerne en Champagne, il faut prendre des gens qui font 0 luzerne et regarder les gens qui font de la luzerne. Et là, effectivement, le 15 se transforme en 45. C'est déjà plus intéressant, ça fait 3 fois mieux. Donc, effectivement, on peut dire que sur 5 ans, période 2015-2019, les exploitations en Champagne qui avaient entre 9 et 14% de luzerne dans leur assolement avaient tous
systématiquement 45 en moyenne, sur les 5 ans, 45 € de marge nette à l'hectare de SAU. Et ça, tous les ans, ça marche. En moyenne, bien sûr. Donc ça commence à faire plus d'argent. Alors, effectivement, la question c'est, maintenant, ça commence un peu marcher, puisque tout le monde sait très bien que les usines, ça ne rapporte pas d'argent. La preuve, les gens arrêtent. Mais malgré tout, les gens, en marge nette, ça marche. Alors, on a gratté un petit peu, avec l'aide des gens de la entreprise, et on a regardé, effectivement, pourquoi. Déjà, première... Pardon. Je suis à la bonne là. Ouais, c'est ça. Donc, tout d'abord, les gains de rendement. Mais on s'est aperçu que systématiquement, toutes les exploitations qui avaient la luzerne, par rapport aux autres cultures, aux autres exploitations qui avaient zéro luzerne, c'était un bonus rendement, et ceci pour toutes les cultures de la rotation. Ce n'est pas une culture, le fameux blé qui fait ses 5 quintaux. Non, puis d'abord, le blé fait 3 quintaux en plus. C'est pas 5, il fait 3. L'orge de printemps, elle fait 5. L'escourgeon, il fait 5 aussi. Bon, c'est pas mal d'orge, c'est un peu compréhensible. La betterave, 4 tonnes. 4 tonnes de betterave, quand même. À 45 € bientôt. Ça compte. Le colza, bon, c'est quand même moins glorieux. 2 quintaux, c'est toujours ça. On peut les avoir en plus qu'en moins. Le pois, c'est quintaux. Bon, et puis d'autres cultures, on ne va pas s'y intéresser. Donc, à ces gains de rendement, alors bien sûr, vous imaginez que sur la marge nette, la marge brute de ces cultures-là, il faudra y retirer. Hein, parce que si on dit que c'est grâce à la luzerne que le blé fait 3 quintaux de plus, on peut dire que c'est grâce au blé que le blé fait 3 quintaux de plus, comme la betterave. Donc, on a pris les prix moyens 2015-2019. Donc, vous avez des choses là. Alors, après, on peut toujours commenter. Oui, effectivement, c'est un peu cher, pas trop cher. C'est pas 2022, etc. Il y a une variabilité. D'accord. C'est la moyenne. On a pris les chiffres. On a appliqué le pourcentage moyen de SAU chacune des cultures. On arrive à un résultat moyen ramené à l'hectare. Et on arrive comme ça à un bonus de 59 € de l'hectare. Ça, c'est pour les gains de rendement. Donc, c'est l'agronomie, je dirais, classique. C'est vrai qu'au départ, on imaginait, on pensait un peu au blé et à l'orge, à l'escourgeon, mais on n'imaginait pas du tout ces effets ici. Donc ça, c'est vraiment du bonus économico-agronomique, j'appellerais ça. Donc en face, c'est effectivement les variations entre les structures. Alors effectivement, la luzerne, plante bénéfique pour l'environnement, donc pas trop de traitement, de toute façon, il n'y a pas de molécules, donc on ne peut pas en mettre. Donc bien sûr, en général, les gens qui ont la luzerne dans l'assolement, ils mettent moins de phyto, et en l'occurrence, la population de 9-14% de luzerne, c'est moins 12 € de phyto à l'hectare pour toutes les cultures sur l'ensemble de l'exploitation. Bon, par contre, les semences de luzerne, il faut les acheter. Ça coûte un peu cher, les semences de luzerne. Donc, globalement, là aussi, dans l'enquête, on s'apercevait que les gens qui avaient de la luzerne avaient un surcoût semence, un post-semence qui était de plus 14 €, etc. La fertilisation, ben, effectivement, la luzerne est plus ronde en potasse, en azote, heureusement, en potasse. Donc, ça coûte un peu cher, la potasse, et puis on verra tout à l'heure après. Donc, c'est un surcoût. Par contre, l'assurance grêle sur luzerne, personne ne prend, donc effectivement, on a un peu d'économie. Donc, ce qui fait globalement, on a. Et puis, j'oubliais, si, la prime couplée, on y pense, hein, on a quand même une prime européenne, on a comme cette chance-là, enfin, déclinée au niveau français, une permissivité européenne et adaptée au niveau français. Donc, ce qui fait que globalement, on a quand même, en termes de charge globale, un surcoût, bien sûr, dû à la fertilisation et aux semences, que les phytos ne compensent pas, donc de 17 €. Qu'on soustrait des 59, on arrive à 42. 42 et 45, je dirais que c'est la même chose, c'est QFD. Donc effectivement, on sait pourquoi la luzerne, à partir du moment où elle est présente dans l'assolement, c'est un plus de marchandise. Et comme ces 42 €, c'est pour toutes les surfaces de l'exploitation, et que la luzerne représente en moyenne dans cette population 10%, donc c'est ce que je vais vous montrer ici. En fait, l'idée c'est de dire, puisque les bonus viennent de la luzerne, on attribue ça, le bonus, à l'ensemble, enfin, à l'inverse, exclusivement aux surfaces de luzerne, à savoir les 10% dans l'exploitation. Donc lorsqu'on a, par exemple, 51 €, on verra tout à l'heure comment on arrive aux 51 €, globalement, de suivant le marge net, dans toutes les surfaces de SAU, si on attribue tout à la luzerne, ça vaut 10%, c'est 510 € hectare de bonus à l'hectare de luzerne. Ça fait remonter quand même la luzerne dans le classement, la métrique. Alors, bon, là c'est pour la petite mécanique du calcul. Donc, on avait cette situation-là, 2015-2019, ça a été validé par nos amis, la entreprise. Bon, c'est bon.
La question c'est 2023, rappelez-vous, l'engrais, tout va monter, les prix, la potasse c'est trop cher, donc attention à la luzerne. On a dit on va refaire le calcul avec les conditions 2023 qu'on a extrapolées, alors avec les éléments dont on disposait à l'époque, on a fait ça dans le cadre du CERA, là, cet hiver. Donc par exemple, on a pris un blé, effectivement on n'a pas pris le blé à 400 €, on l'a pris qu'à 300 €. Hein, l'orge, l'escourgeon, autour de 300, bon, je pense qu'on prend à 300, il n'a pas vacciné à son nom. La betterave, on a pris 40, hein. Bon, ce sera un peu mieux. Bon, je vous laisse faire. Alors, la même mécanique, parce qu'on suppose que les avantages économiques vont se maintenir, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en 2023, puisqu'ils ont été validés sur 5 ans. Donc les rendements, les bonus rendements, je pense que c'est bon, hein. Ah non, c'est ça, on ne voit pas très bien. Donc les bonus rendements vont être toujours là, donc on arrive à un bonus marge culture de 108 € cette fois-ci. Tout à l'heure, rappelez-vous, on était à 50 et des poussières, 59, là maintenant c'est 108. Alors bien sûr, les charges vont augmenter, et la fertilisation, là on était à 32, maintenant on est à 75. Mais bon, quand on fait le bonus de tout, on a aussi la prime couplée qui est toujours là. On a des surcoûts qui sont hauts, c'est vrai. C'est vrai que ça coûte cher de faire la luzerne. Mais quand on regarde du bonus autre culture, ça nous fait quand même cette fois-ci, non pas 42, mais 51 € hectare. Donc c'est encore mieux pour 2023. Donc petite mécanique de calcul, ce que je montrais tout à l'heure, sur 10% de la surface, pour le cas 9-14 en moyenne, on arrive à un bonus de 510 € hectare. Donc ça, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Et on peut encore faire mieux, parce qu'il y a la nouvelle PAC qui arrive. Vous êtes tous plus ou moins au courant. Moi, je maîtrise ça pas très bien, mais là, je reprends la slide que m'a fait Honoré. Donc, les fameux niveaux d'éco-régime. Donc, classiquement, la personne qui ne ferait pas de luzerne, donc le cas de 0 luzerne, qui serait au niveau 1, donc avec un paiement de l'ordre de 60 € par hectare de SAU. Le fait de rentrer de la luzerne, 5% de la luzerne de SAU, c'est quand même pas compliqué. Donc tout de suite, on déclenche le passage au niveau 2 avec 22 € hectare de SAU. Enfin, à l'hectare de SAU, pardon. Donc pareil, petite mécanique, hein. Si on ramène ça, on va dire on va prendre 10% de luzerne, le cas type à 9-14%, 510 plus 220, on arrive à 700 € de marge nette par hectare de luzerne, une marge brute, ça peut être ce que vous voulez. Mais bon, il y a vraiment un réel intérêt. Donc voilà un petit peu le travail qui a été fait, et effectivement, alors c'est sûr qu'on va nous dire, ah ouais, mais ça c'est dans le cas où j'arrête la luzerne. Effectivement, c'est le fait où je passe de la luzerne à 0. Si je réduis de 10% de la surface de luzerne, que je passe de 20 hectares à 18 hectares, ça ne va pas tout casser. C'est vrai. Et puis même si on arrête demain, ça ne va pas s'effondrer. Parce que là, c'est quand même toute la mécanique. Là-dessus, il y a quand même pas mal de choses. Là, c'est de l'agronomie, c'est le fonctionnement du sol, parce que c'est là-dessus qu'il faut chercher les causes. Le fonctionnement du sol, ça ne s'arrête pas comme ça. C'est quand même une grosse machine, c'est une inertie énorme, et je pense qu'on est loin de tout savoir encore. Donc ça, c'est du moyen terme. Mais effectivement, les effets, ils sont là. Donc pour la suite, parce que c'est vrai que ça décoiffe, comme dit l'autre, hein, la luzerne, c'est quand même plus 700 € de l'hectare. Pour l'année qui vient, ben, ceux qui n'en font pas, tant pis pour eux. Donc, il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui est récurrent lorsqu'on parle de luzerne, c'est la mécanisation. Alors, on n'en a pas parlé dans l'étude là, on a zappé ces postes-là, parce que dans l'étude, en fait, on avait des résultats contradictoires. En fonction de la façon dont on prenait les chiffres, tantôt, le fait de faire de luzerne, ça coûtait plus cher, tantôt, ça coûtait moins cher. Donc, comme dans nos approches, on voulait être sûr de notre groupe, vous avez vu chaque fois, on a confirmé, on a dit, on n'en parle pas. Donc, zéro impact, ça ne coûte pas plus cher, ça ne coûte pas moins cher. Alors que tout le monde, je pense, si on fait un sondage ici, tout le monde dit, normalement, la luzerne, ça doit coûter moins cher. Le PUV, il tourne quand même beaucoup moins, le MOSBAT, n'en parlons pas, et j'en passe les meilleurs. Donc ça, il y a peut-être des choses encore à creuser si on veut aller plus loin, mais déjà, entre 500 et 700 €, c'est déjà pas mal. Hein. Après, il y avait aussi l'histoire de fertilisation azotée. Alors ça, c'est plus une démarche agro, c'est dire, le bonus qu'on a sur les cultures, est-ce que c'est tout simplement pas un arrière-effet azoté? Je renvoie la discussion de ce matin sur l'épandage d'azote, le fait qu'une luzerne puisse consommer de l'azote après épandage. Après, est-ce qu'effectivement, ce n'est pas le fonctionnement du sol lui-même, avec des histoires de mobilisation, remobilisation, qui sont très complexes à étudier. De toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas tout, loin de là. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que le facteur azote qui explique ce bonus en rendement sur les autres cultures de rotation? C'est quand même des choses, les approches système de culture sont quand même encore, même si on en parle depuis quelques années,
loin d'être complète, parce qu'on a commencé les travaux il y a quelques années. Je ne parle pas de dispositifs à grande échelle, anciens, mais qui sont peut-être pas forcément exploités dans cette optique-là. Donc on ne sait pas forcément tout. Donc est-ce que c'est que de l'azote ou est-ce que c'est quelque chose de plus, un effet luzerne, résidus de culture qui se minéralisent, parce que là aussi on verra tout à l'heure sur les aspects carbone. Lorsqu'on retourne le luzerne, bah, c'est pas comme ça, c'est pas comme un bois. Enfin, je pense que tout le monde le sait, on en a déjà parlé là-dessus. Après, bon, ben, il y a aussi ça, ces choses-là, sur les aspects co-bénéfices, donc sur l'agro-écosystème, merci. Donc sur ce qui est adventisme, biogasseur, alors on peut les quantifier, mais déjà là, avec l'indicateur qu'on a eu sur l'usage des produits phyto à l'échelle de la rotation, c'est déjà une info. Et puis effectivement, à la fin, les résultats seraient-ils les mêmes sur une plus large échantillon dans notre région. Alors, dans une autre région, je ne vais surtout pas me mouiller, hein, il y a des gens du sud-ouest, des gens de l'ouest. Bon, je pense que sans pouvoir me tromper, je peux dire que les sols ne sont pas tous les mêmes, hein, donc ça serait sûrement à réévaluer, mais il n'y a pas de raison que ça aille différemment en termes de tendance. Par contre, tout à l'heure j'ai parlé de la entreprise qui a fait le boulot, c'est avec eux qu'on a travaillé. Il y avait au départ du slide, il y avait nos amis du CDR qui étaient, je ne sais pas s'ils sont là, non, ils sont pas là, qui étaient mentionnés. Le CDR n'a pas participé à l'étude en tant que donnée. Donc là, ce qu'on a fait dans le cas du CERA, c'est de refaire le travail avec les CDR. Alors, c'est forcément pas sur le même échantillon, ce sera avec leur échantillon, leurs adhérents, peut-être vous, je ne sais pas, et on verra ce que ça donne. Mais je suis prêt à parier qu'on va retrouver au moins la même tendance. Pas exactement les mêmes chiffres, mais la tendance devrait être là. J'ai d'autres slides, mais je sais. Ah ben non, c'est fini. Je m'arrête là. S'il y a des questions, pas de souci. De toute façon, les plusieurs à pour répondre. Ouais, au niveau de l'étude, ok. Au niveau de la présentation et de la manière d'augmenter les chiffres de cette façon-là, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas une présentation qui est audible vis-à-vis de nos adhérents. Parce qu'il y a des contre-arguments qui peuvent venir là-dessus. Et je pense que le meilleur argument pour défendre la culture de la luzerne dans un assolement et dans un système d'exploitation, c'est notre facteur rendement, le panel de la LI. Il faut absolument qu'on retrouve des rendements corrects, multipliés par un prix de vente. Après, je pense que ce n'est pas la peine de gonfler les chiffres, de les oser entrer de cette manière-là, parce que vous savez, on a fait les présentations au réunion d'hiver, il y a des adhérents qui nous disent vous savez, en légumineuse, il n'y a pas que la luzerne, et puis je ne vais pas faire 5% de luzerne pour gagner 20 € sur l'ensemble de mes hectares. Donc il y a des contre-arguments qui peuvent être aussi entendables, et moi en tout cas, ce n'est pas une présentation que je fais à mes adhérents. Alors, je ne suis pas tout seul au CERA, donc je ne vais pas répondre tout seul. Est-ce qu'il y en a qui veulent se dévouer? Parce qu'après, on va dire c'est Didier Coulbet qui répond. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Daniel. Et on en a déjà parlé. Pourquoi? Parce que cette étude-là, d'abord, ce n'est pas nous qui l'avons commandée. C'est la entreprise et c'est eux qui ont sorti ces chiffres-là. Et c'est vrai qu'on s'en sert aujourd'hui parce que je trouve que c'est aussi un bon argument pour expliquer la place de la luzerne. Pourtant, je finis. Mais donc, ce que je veux dire aussi, cette étude-là, ça fait 30 ans qu'on en entend parler. Ça fait 30 ans que l'on dit qu'un agriculteur qui a de la luzerne dans sa rotation a un meilleur résultat que celui qui n'en a pas. Donc là, par contre, c'est chiffré. Osez Ancret, c'est la Chambre d'agriculture qui l'a mis en place, c'est pas nous. Alors, après, c'est vrai que les chiffres, on en fait, on peut les retourner comme on veut. Peut-être que les 500 € de l'hectare, c'est exagéré. Quoique, ramener à l'hectare de luzerne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les 40 €, ceux-là, on ne peut pas exclure que de toute façon une exploitation agricole chiffrée par AS Entreprise, et ça serait le CDR, il l'a déjà fait il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, hein, ils ont sorti les mêmes chiffres. Donc ça, à un moment donné, ça fait partie des arguments qu'on peut tenir devant nos adhérents ou pas. Après, chacun est libre. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai une charge de matériel, de mécanisation, etc. Ça, je suis OK, c'est la manière de gonfler les chiffres. Ouais. Non, mais les 500 €, c'est peut-être, voilà, ça correspond entre nous. C'est sûr que c'est encore en discuter, certainement. Mais 45, ça, on peut pas les dire. Moi, je pense, dans la présentation que tu viens de faire, Didier, là où, techniquement, là, on n'a pas été ingénieur, c'est quand tu fais une transposition sur 2023. Tu dis sur 2023, l'intérêt
économique de la luzerne va être plus élevé parce que le prix du blé a monté. Du coup, finalement, ok, très bien. Sauf que tu as oublié qu'en 2022, la luzerne, elle a monté son prix de 25 € et le blé, il a monté son prix de 70 €. Donc ça, il faudra le mettre en parallèle. Et là, tu pourrais dire, il faudra voir si l'écart blé-luzerne sur 2023 sera parallèle à la référence 2019. Là, tu as pris un raccourci très dangereux. Et pas, moi, que j'accepte pas économiquement. Ouais, enfin, là, Ce qui s'est passé 2022 entre les deux, où on n'est pas glorieux. Non, là on raisonne en écart. Hein. Donc, en fait, c'est un bonus, c'est un plus. Ah oui, mais un bonus, alors, en se projetant en 2023, alors que les choses ne sont plus égales par ailleurs, c'est pas scientifique. Enfin, c'est une lecture, mais c'était pour mettre en parallèle la hausse de la potasse et réactualiser les prix avec le panel. Alors, la réalité discutable, c'est un panel de 450. Dans le milieu, il y a 2022 qui est passé 20 €, 25 € sur la luzerne, 70 sur les céréales. Malheureusement, les cours de la luzerne n'ont pas suivi. Bon, donc, mais après, il faut faire gaffe quand même à ça. Ouais, bon, après, on va. Juste un complément, Christophe, tu veux dire relativement, enfin, toute ta réflexion, si je donne un exemple, ce serait qu'est-ce qui se passe si, comme ma luzerne, j'ai eu plus 25 €, si je remplace ma luzerne par du blé qui a plus 70, c'est ça on transpose une évolution de prix favorable sur le blé, sur un avantage, mais on ne tient pas compte de l'écart de recettes, de chiffre d'affaires avant. Donc, non, soit on est sur l'historique et on reste sur l'historique, soit on transpose et on transpose tout. Non, mais l'étude, c'était un panel global sur ça. Sur 450. Et tout ça, c'est bon, jusqu'à 2023. Ce truc-là n'est pas... Alors, le 2023, pourquoi on a fait le 2023? C'est vrai que le 2023 n'est pas dans l'étude. Donc, on l'a fait en concertation avec les entreprises, donc avec les limites qu'on imagine. C'est sûr que. On a fait 2023 parce qu'on nous a dit, à la présentation de l'étude historique 2015-2019, oui, c'est bien beau tout ça, mais vous savez, 2022-2023, c'est plus pareil. Donc, ce que vous racontez là, c'est plus vrai. Donc, pour répondre à cette objection, on a dit, on va regarder. Alors, c'est vrai qu'il y a besoin d'un certain nombre d'hypothèses, je le reconnais. Mais c'était simplement, je dirais, pour répondre à cette objection. C'est que ça. Il n'était pas question de dire, on va faire encore mieux. Dire, lorsqu'on a fait le boulot, on ne savait pas où on allait. Enfin, je regarde Honoré, et c'est vrai que c'était, entre guillemets, la bonne surprise. Bon, après, effectivement, on peut remettre en cause de calcul. Alors, ce que je voulais dire aussi en plus par rapport à des marches posées en craie, notamment vis-à-vis du CDR avec lequel on a commencé à bosser. Donc, les gens du CDR et Jean-Marie Dette, bon, je ne vais pas dire paix son homme, parce que non, il bénéficie d'une retraite bien méritée, mais donc il était là lorsqu'on a fait la rencontre. Et donc, il nous a dit, il ne nous a pas dit bravo les gars, mais presque, en disant, parce qu'il dit, cette étude-là, c'est du boulot qu'on a fait au niveau de la région, avec un tas d'organismes, c'est un gros boulot, et le problème, cette étude-là, elle n'est pas valorisée. Il dit, entre l'histoire du Covid, puis les résultats, finalement, qui satisfaisaient moyennement un certain nombre de personnes, on n'a pas trop poussé. Et il dit, effectivement, si vous voulez la pousser, allez-y. Et d'ailleurs, ils sont partis avec nous, je dirais, sans aucune condition, dire, OK, on bosse avec vous et on va jusqu'au bout. Et ça, je pense que, je devrais plus dire, on n'a pas le temps, vous savez, c'est sur autre chose. Non, ils nous accompagnent. Dans leur présentation, prévoir son assolement annuel, il y a un forfait de 150 à 180 € qui varie en fonction des années, avec une petite ligne sur la méca, sur l'arrière-effet azoté, mais sans plus. Il l'intègre aussi pour finalement un peu rajouter une marge supplémentaire estimée, entre guillemets, à la luzerne, quand on la compare à un colza ou autre. Donc, s'ils l'ont bien accueilli, c'est plutôt bon signe. Ils sont dans l'esprit, puisque, comme tu le dis, mais en fait, aujourd'hui, c'est que cette marge-là, enfin, ce surplus qui est de 180 € de mémoire, comparé aux 400 € parce qu'il faut regarder les chiffres avant, il manque, je dirais, encore un peu de monde, quoi. Donc, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont OK pour aller jusqu'au bout, parce qu'ils nous ont avoué que ces fameux 180 € sont une sorte de forfait qui résulte non pas d'une démarche économique ou agronomique, mais d'observation de pratique. En gros, ils observent que globalement, les pratiques des agriculteurs qui font de la luzerne, ils mettent en gros moins 40 unités de points d'azote, donc ils disent bonus de 40 unités d'azote. Mais c'est sur des pratiques des gens.
Il n'y a pas de fondement économique ou agronomique. Donc voilà, donc bon, la bouche de l'oreillette, hein, je ne suis pas sous contrôle de données. Donc voilà, donc je pense que eux, même si ça ne leur fait pas plaisir, enfin pas plaisir, c'est pas le bon terme, mais bon voilà, ils sont un petit peu bousculés, ben voilà, on va se bousculer ensemble, puis trouver peut-être la vérité, on l'espère.